dans les pays arabes sunnites, il y avait une grande crainte que, en réalité, on revenait à la politique d'Obama. La visite de Biden signifie non, nous ne revenons pas à la politique d'Obama. De ce point de vue-là, le signal est aussi fort que possible. Nous avons le plaisir de retrouver Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Journaliste, écrivain et on peut dire expert en matière diplomatique et en particulier dans les relations entre Israël et les États-Unis. Nous allons avec vous revenir sur les grands développements diplomatiques de ces derniers jours. Bien entendu la visite de Joe Biden, mais aussi ce sommet à Téhéran qui a rassemblé le président Raïssi, iranien, donc Raïssi, le président turc Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine pour sa première grande sortie à l'étranger. Alors, je voudrais qu'on revienne d'abord sur ce sommet de Téhéran. Est-ce que c'est une réponse à ce que tente d'organiser Joe Biden, cette alliance régionale au Proche-Orient, ou c'est plutôt lié à la crise avec l'Ukraine ? C'est évidemment une réponse à Joe Biden. Il faut bien comprendre évidemment que cette réaction n'a pas été décidée à chaud. Ce n'est pas parce que Biden était il y a une semaine au Proche-Orient que tout d'un coup Poutine a décidé de se rendre à Téhéran. Ceci avait été préparé depuis longtemps. On savait depuis longtemps que Biden allait venir au Moyen-Orient et l'on savait donc depuis en réalité longtemps que l'une des réactions de Poutine était de rendre beaucoup plus public encore que par le passé les liens spéciaux entre la Russie et l'Iran. Alors justement, ces liens spéciaux, d'abord, ils sont un petit peu étonnants. C'est-à-dire, il s'avère que l'Iran pourrait fournir des drones à la Russie. Ça semble un peu le monde à l'envers. Comment l'Iran est doté d'une technologie, on va dire, meilleure que la Russie en matière de drones? C'est possible ? C'est une réalité que l'Iran a énormément investi en matière de drones, notamment parce que les forces iraniennes ou les forces auxiliaires de l'Iran au Moyen-Orient, en Syrie notamment, ont été confrontées à la technologie des drones d'Israël et très vite, les dirigeants militaires iraniens ont estimé que il leur fallait maîtriser entièrement la technologie du drone. Selon les experts, ils ont su assez rapidement mettre sur pied toute une panoplie de drones extrêmement efficients. Alors concrètement, on nous dit que ce sommet tripartite à Téhéran, c'est un sommet qui profite à chacun des participants, mais pour différentes raisons. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu quels sont les intérêts et les acquis qu'ils peuvent attendre chacun d'entre eux? C'est-à-dire, on va commencer d'abord par Raïssi, ensuite par Poutine et par Erdogan. Alors, en ce qui concerne l'Iran, il y a plusieurs dimensions. D'une part, la réalité est que l'Iran est tout de même de plus en plus isolé sur la scène internationale, qu'un certain nombre de pays, notamment européens, qui avaient essayé de relancer les accords, les anciens accords sur le nucléaire iranien, et qui, il y a encore peu de temps, militait très fortement de ces directions, commence à avoir des doutes sérieux sur l'Iran. On voit un infléchissement de l'ensemble des pays occidentaux contre la politique actuelle de l'Iran. Nous voyons également que l'administration Biden, qui justement, avait beaucoup parlé de la nécessité de revenir à une approche diplomatique du problème iranien, en même temps dit de manière encore plus nette que par le passé que si la solution diplomatique ne fonctionne pas, il faudra recourir à d'autres méthodes, peut-être à une intervention militaire. Quant aux pays musulmans,
qui sont autour de l'Iran. Je pense essentiellement, évidemment, aux pays arabes sunnites. C'est très clair, pour eux, un Iran nucléaire est un danger maximal, à peu près au même niveau de danger que pour Israël. Alors, tout cela donc intervient bien entendu dans le contexte de cette visite de Joe Biden. Et je le disais à l'instant dans le journal d'information, Tom Knight, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, semble tout à fait satisfait de la visite de Joe Biden, alors que, on va dire, pour le commun des mortels, on n'a pas véritablement l'impression qu'il y a eu un tournant majeur au cours de cette visite, et surtout pas sur l'axe Israël-saoudien, dans lequel eh bien, on espérait peut-être une amélioration, une normalisation des relations plus rapide, et là, c'est véritablement assez laborieux. Alors, la visite de Biden, d'abord, le fait même que cette visite ait eu lieu, évidemment, c'est quelque chose de très important. C'est un signal très fort consistant à dire, écoutez, depuis au moins 2013, l'année fatidique où le président Obama, après avoir dit qu'il allait intervenir en Syrie si ce pays utilisait des armes chimiques contre sa propre population, est décidé de ne pas intervenir. À partir de ce moment, on est entré dans un scénario, dans une logique de retrait américain de la région. Avec le président Trump, il y a eu un peu d'ambiguïté au départ, puisque le président Trump a quand même avait une philosophie assez, je dirais, isolationniste du rôle global des États-Unis, mais finalement, il a pris une position très ferme contre l'Iran. Au début de l'administration Biden, comme l'administration Biden semblait vouloir relancer la voie diplomatique avec l'Iran, il y a eu une grande crainte, non seulement en Israël, mais dans les pays arabes sunnites, il y avait une grande crainte que, en réalité, on revenait à la politique d'Obama. La visite de Biden signifie non, nous ne revenons pas à la politique d'Obama. De ce point de vue-là, le signal est aussi fort que possible. Malheureusement, le voyage de Biden a été conçu de telle manière que on a le sentiment que le président américain était grec avec les Grecs, hébreu avec les Hébreux, romain avec les Romains et arabe avec les Arabes. On a eu le sentiment que il n'avait pas de problème pour prendre des engagements parfaitement contradictoires et qu'il pensait faire accepter ça en distribuant de manière insensée et avec un dollar qui est en phase de dévaluation assez rapide, il distribuait des cadeaux divers, des crédits, des donations, des promesses d'accords technologiques, scientifiques, économiques, etc. Donc la visite de Biden était un signal fort et en même temps, elle était marquée par une grande confusion. Vis-à-vis d'Arabie Saoudite, il faut dire que Biden a été d'une maladresse insigne en soulevant ouvertement devant ses interlocuteurs saoudiens, y compris le prince Mohammed bin Salman, la question de l'affaire Jamal Khashoggi, allant jusqu'à incriminer son interlocuteur direct. C'est totalement aberrant et antidiplomatique. Mais c'était une manière pour lui d'essayer d'une manière ou d'une autre, d'essayer d'empêcher les critiques venant de l'aile gauche du Parti démocrate, qui sont tout de même intervenus. Oui, mais si vous voulez, si vous êtes un président, un chef d'État, le chef suprême de la diplomatie et de la stratégie d'un pays, vous devez savoir comment vous comporter. On ne va pas en Arabie Saoudite si, en allant en Arabie Saoudite, on insulte directement la personne qui vous reçoit. C'était vraiment assez stupéfiant pour
du point de vue de la diplomatie traditionnelle, classique, qui est quand même la seule diplomatie qui fonctionne à peu près, ça n'avait pas beaucoup de sens. Est-ce que l'on peut dire, après cette visite et après, on va dire, le rôle extrêmement minime que les Palestiniens ont joué, que l'administration Biden, c'est-à-dire administration démocrate, eh bien, adopte aujourd'hui le paradigme selon lequel, eh bien, finalement, pour normaliser les relations entre Israël et le monde arabe, eh bien, on n'est pas obligé de régler le conflit israélo-palestinien? On n'en est pas tout à fait là. Il y a incontestablement un recul de la part de Biden par rapport à ce qu'avait fait Trump. Il y a eu un symbole extrêmement fort de ce recul, c'est le fait que Biden ne soit pas allé au mur du temple, au mur occidental, alors que Trump y est allé, et alors que même le président français Emmanuel Macron y est allé en 2020. Contre l'avis de son propre ministère des Affaires étrangères. Donc, de ce point de vue-là, il y a un recul, il y a un retour à, je dirais, un paradigme qui ne correspond plus à rien sur le terrain aujourd'hui. De ce point de vue-là, on peut effectivement regretter l'attitude de Biden. D'un autre côté, sur le fond, il y a quand même des acquis, c'est-à-dire que fondamentalement, Biden ne remet pas en cause ce qui a pu être réalisé en termes de rapprochement israélo-arabe, en termes de désenclavement en quelque sorte d'Israël par rapport au monde arabe. Ça, c'est extrêmement important. Et j'ajouterais que l'un des moments les plus importants à long terme de la visite de Biden, mais qui a été considéré comme presque anecdotique par énormément d'observateurs, ça a été la fameuse conférence. Alors justement, voilà, je voulais vous interroger là-dessus parce que effectivement, c'est passé à l'as dans les médias israéliens, on n'en a quasiment pas parlé, mais vous avez été particulièrement impressionné par ce forum qui réunissait à la fois le président Biden, Yair Lapid, le premier ministre indien Modi et le président émirati Mohammed Ibn Zayed. Pourquoi ce forum est tout à fait inédit et pourquoi il est important ? Parce qu'il faut le prendre de haut, il faut voir l'ensemble de l'image, il faut avoir une vue vraiment globale de la situation. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la presse, les médias indiens ont commenté ce forum. Pour les Indiens, si vous allez voir la presse et les médias indiens, on a assisté au lancement de ce qu'ils appellent le deuxième Quad. Alors, rapidement, en 2 mots, le Quad, c'est-à-dire en gros le forum quadrilatéral, c'est un début d'alliance informelle mais assez structurée quand même, entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Et cette alliance est évidemment dirigée contre la menace que représente la Chine aujourd'hui dans l'ensemble de la région Indo-Pacifique. Or, les Indiens voient le forum qui vient de se dérouler, on appelle ça, vous savez, c'est le forum I2U2. I2 parce que Inde, Israël, et U2 parce que United States, États-Unis, et United Arab Emirates, Émirats Arabes Unis. Voilà. Donc, ils regardent ce forum comme un nouveau quad, un quad occidental. Donc, ça veut dire que les Indiens, spontanément, voient dans cette nouvelle réalité stratégique le pendant de ce qui est en train de se faire dans la région Indo-Pacifique. Alors, si nous avons 2 minutes, je voudrais essayer d'expliquer ce que cela signifie en termes de géopolitique globale. En fait, ce que nous voyons, c'est que en Europe, il y a un renversement subit de l'OTAN
qui est la conséquence directe de l'agression russe contre l'Ukraine. Renforcement qui est marqué d'une part par l'augmentation des budgets de la défense dans un certain nombre de pays européens importants, comme par exemple l'Allemagne, et aussi par l'entrée de 2 nouveaux pays jusqu'à présent neutres dans l'OTAN. Il s'agit de la Suède et de la Finlande. Nous avons ensuite, sur le flanc sud de l'OTAN, le développement OTAN ou non-OTAN d'une alliance méditerranéenne qui peut être dirigée éventuellement contre la Turquie, si la Turquie continue à avoir un comportement dangereux pour ses voisins, mais éventuellement aussi contre des menaces russes ou iraniennes en Méditerranée. Ensuite, nous avons l'alliance qui se renforce entre Israël, les pays arabes modérés, y compris au Maghreb, y compris au Maroc, et l'OTAN. Et ensuite, nous aurons le Quad de l'Ouest, c'est-à-dire le forum qui vient de naître, I2-U2, puis plus loin, le Quad, c'est-à-dire l'alliance Indo-Pacifique dirigée contre la Chine. Ce que nous voyons, c'est donc la mise en place d'un arc de cercles d'alliances interconnectées entre elles, dont évidemment l'élément fédérateur, c'est les États-Unis. Et cette alliance, c'est une sorte de mise sur pied d'un cordon sanitaire sur le pourtour de l'Eurasie contre les 2 puissances eurasiatiques qui semblent de plus en plus proches l'une de l'autre, les 2 puissances continentales eurasiatiques que sont la Chine et la Russie. L'Iran entrant de plus en plus dans l'alliance continentale eurasiatique, opposée bien sûr à l'ensemble du monde occidental et extrême-oriental. Ouais. Voilà. Alors c'est bien plus clair, effectivement. Ça, c'est un schéma qui est bien connu des experts de la géopolitique. C'est le schéma Mackinder-Speakman. Mackinder était c'est celui qui a inventé pratiquement la géopolitique moderne au début du XXe siècle. C'était un amiral anglais, et il avait dit que le développement des transports modernes, de son temps c'était surtout le chemin de fer, faisait que une très grande puissance mondiale pouvait prendre le contrôle de ce qu'il appelait l'île du monde, c'est-à-dire en gros l'ensemble de la masse eurasiatique. Au début, Mackinder pensait à la Russie. Par la suite, cela pouvait être aussi bien la Russie que, par exemple, une Eurasie dominée par l'Allemagne. Tout était possible. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce schéma a été révisé par un autre expert de géopolitique d'origine hollandaise mais américain qui s'appelait Nicholas Speakman. Et Speakman a dit, voilà, nous voyons que la grande puissance continentale qui contrôle à la fois la Russie et la Chine devenue communiste, c'est l'Union soviétique, et il est nécessaire de créer un chapelet de pays liés aux États-Unis pour contenir la menace continentale. Eh bien. Il appelle ça le Rimland, les pays qui sont situés sur le pourtour. Eh bien. Et en réalité, nous avons dans le Rimland toute la logique qui a été celle de la guerre froide. Alors, on a bien compris, je crois qu'on a bien compris, on n'a malheureusement pas le temps de développer plus ce sujet, mais c'était effectivement très intéressant, cet angle que vous nous avez ouvert, donc après, dans le cadre de cette rencontre quadripartite, donc E2U2, donc qui s'est déroulé pendant ce séjour de Joe Biden la semaine dernière en Israël. Merci encore Michel Gurfinkel de nous avoir éclairé donc sur les répercussions de ce séjour, sur ce sommet de Téhéran début de semaine, et donc sur ces éventuels développements qui pourraient intervenir et se confirmer donc dans ce contexte de ce nouveau forum. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt Michel. Bonne journée.